Comme ça, Lyndon, on fait son fanfaron sur la piste. J'en profite pour m'amuser, puisque nous sommes là pour ça, un petit peu. En Alors attendant que- de pouvoir rencontrer l'hôte de ces lieux. Ce n'est pas très brillant, tu es un peu gauche, ta cavalière te regarde avec un petit sourire gêné, et ne tarde pas à changer de cavalier. M'excuse Pato, puis je retourne auprès des compères. Henriette Char, quant à lui, semblait se diriger vers Monsieur Burton, mais au final, va essayer de se rapprocher de Monsieur de Franqueville en profitant du fait que, selon lui, beaucoup d'invités ont l'occasion de le féliciter. Oui, effectivement, un certain nombre de personnes. Au moment où tu t'approches, tu vois que l'ambassadeur des États-Unis, Fitzwilliams, vient de lui adresser quelques mots sympathiques et convenus, et s'éloigne tout doucement. Eh bien, ravi de vous revoir, Monsieur de Franqueville. Ah, mais enchanté, je vois que vous maîtrisez toujours aussi bien notre langue. Si cela ne vous dérange pas, je préfère continuer en anglais. Eh bien, soit, je pratique également votre belle langue. Eh bien, comme le veut la bonne société, je vous félicite pour cette annonce. Ah, mais c'est bien aimable à vous. Je suis ravi surtout que ma fille y trouve son bonheur et que l'excellent Philip Pearson puisse être peut-être demain mon gendre. À quelles occasions ont-ils pu se rencontrer? Ou alors, peut-être est-ce vous et Monsieur Pearson qui avez arrangé ces premières rencontres? Oh non, vous savez, il existe toutes sortes de réunions organisées par la haute société britannique pour que les jeunes de bonne famille puissent se rencontrer. Ils appellent cela les saisons. Et à l'occasion de ces saisons, eh bien, les jeunes de bonne famille ont l'occasion de se côtoyer et de pouvoir voir quelles seraient les personnes qui pourraient partager leurs vues et éventuellement leur vie par la suite. Je pense que ce n'est plus de mon âge et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de passer ma jeunesse en Angleterre. Ah, eh bien, pour ma part, j'ai mené une carrière de diplomate qui m'a mené jusqu'à Londres et dont je profite aujourd'hui de ce poste comme sans doute le dernier de ma carrière et j'espère pouvoir apporter ma contribution au rapprochement entre nos deux grandes nations. C'est une bien belle mission. Je suppose que vous avez pu faire plus ample connaissance avec Monsieur Pearson au cours des années précédant les fiançailles. Ah oui, cela fait déjà un certain temps que nous nous connaissons. C'est un homme de confiance du gouvernement britannique. Et à ce titre, il mérite tout notre respect et toute notre admiration. Il a déjà la mienne. Mais je dois vous avouer que je ne suis guère dans mon élément dans ces soirées mondaines et j'avoue avoir été un peu surpris que mon ami le professeur Lydon ait été invité. Vous savez ce que Monsieur Pearson lui veut? Comment connaît-il Mais pas du tout. Je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet. Je n'ai pas moi-même le loisir de connaître le professeur Lydon. Souhaitez-vous le rencontrer Eh bien, il davantage? s'est présenté à moi tout à l'heure. Il m'a parlé de je ne sais quel caillou. Je n'ai pas compris grand-chose à son récit, mais Il est sans facilement doute quelqu'un passionné d'intéressant. par les curiosités. Ah oui, bien. J'espère que il pourra trouver auprès du général Pearson une oreille attentive. Merci beaucoup, je vais laisser... je vois que d'autres personnes s'impatientent de pouvoir vous féliciter à leur tour. Je vous souhaite une belle soirée en espérant peut-être vous revoir durant celle-ci. Tout le plaisir sera pour moi, cher ami. Pendant que Henry justement s'écarte, il émet un petit soupir de soulagement. Il va justement observer les différents protagonistes avant peut-être de revenir vers le professeur. Peut-être va-t-il accorder un œil naturellement plus attentif à Monsieur Burton. Moi, de mon côté, je suis un peu plus loin, du coup, mais juste, et j'ai engagé la conversation avec un des membres de la délégation japonaise. Le vicomte Takamori, il est justement en train de discuter avec le général Pearsons. Je me permets pas de les interrompre, je laisse écouter une oreille et puis j'essaye de me rapprocher de la première personne de la délégation japonaise qui est à côté. S'il n'y a pas quelqu'un d'un peu plus jeune, quoi, qui a un âge équivalent, engager la conversation. Moi, je vais essayer de voir le fils, Philippe, pour lui présenter mes respects, mes félicitations. C'était joie, bonheur, enfin tout ce que l'on dit à une personne qui vient d'annoncer son mariage prochain. Te vois approcher, il est en train de discuter avec Marguerite, puisque l'un et l'autre, ils reçoivent à tour de rôle les félicitations des invités de la soirée qui, entre deux danses, viennent les saluer et les féliciter. D'accord, donc comme le veulent les quêtes dans l'ordre, je fais un baise-main à la future épouse
et je salue le mari. Je lui demande simplement s'il veut bien m'accorder quelques minutes en aparté. Ça sera un grand plaisir, mais je n'aurai pas beaucoup de temps à vous accorder. J'espère que ce ne sera pas trop long. Non, mais terminez d'abord vos obligations. Nous nous rencontrerons par la suite. De militaire à militaire, puis je souris. Ok, il congédie une vieille baronne qui commençait à lui coller un peu à la peau et il profite de ta présence justement pour s'éclipser un peu. Que vouliez-vous me dire, cher ami? Tout d'abord, je souhaiterais peut-être savoir si vous étiez dans la confidence. Peut-être n'êtes-vous pas au courant que nous montons, que le professeur ici présent monte une expédition dans les contrées lointaines de l'Afrique. Et votre père, à cette occasion, a tenu à nous inviter afin que nous en discutions. Ah, mais c'est une excellente chose. Tu le vois un petit peu surpris. À votre ère, j'ose imaginer que vous n'étiez pas au courant de cette proposition. Non, voyez-vous, ce sont les affaires de mon père et je n'ai pas eu trop le loisir de m'en occuper puisque j'ai dû me consacrer moi-même à ma propre carrière. D'accord, je comprends tout à fait. J'osais espérer simplement que vous ayez eu vent de quelques informations, tout simplement que vous auriez pu partager, mais bon, je vais voir directement avec le général. Je crois qu'il est pour l'instant un peu retenu également par quelques mondanités qui sont le propre de cette soirée, mais qu'il ne tardera pas à se rapprocher de vous pour vous parler s'il a vraiment prévu de le faire. C'est un homme de parole. Très bien. Je vous remercie. Puis là, j'enclenche un peu la discussion tout simplement sur les navires, etc. Enfin, 2-3 minutes, quoi. 2-3 banalités qu'un marin pourrait dire à un autre marin, quoi. Oui, il échange avec toi, tu comprends qu'il jette surtout des coups d'œil un peu à droite à gauche pour regarder les personnes qui s'approchent de sa jeune et belle fiancée et qu'il est donc... non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont surtout l'importunent un peu, sont un peu collants et il est surtout soucieux de la ménager un peu. C'est pas du tout en termes de confiance que ça se pose, mais il veut l'épargner surtout. Il y a quelques vieilles dames un peu encombrantes, quelques vieux gâteux qui se présentent également, un peu, qui racontent un peu leur vie, donc il ne veut pas la laisser toute seule trop longtemps. D'accord, bon à la fin je le remercie, je lui dis retournez sauver votre votre dame, puis je le salue et je m'en vais. Je vais prendre Auguste Breuil 2 minutes en aparté. Sir Douglas Morgan s'approche de lui à nouveau. Je connais l'oreille à droite à gauche en attendant mon heure. Tu entends que les Américains discutent avec quelques Anglais à propos des Espagnols qui leur font des misères dans le golfe du Mexique, qu'ils finiront par tâter les canons américains s'ils ne prennent pas garde à perdre un peu de leur superbe. Ils ne sont plus l'empire qu'ils ont été et ils devraient faire un peu attention à cela. Tu entends un Anglais qui leur dit « Vous ne craignez pas non plus l'influence des Japonais ?» Et il répond « Mais non, ils sont beaucoup trop occupés avec les Russes qui doivent en ce moment menacer de leur faire la guerre en Mandchourie et sur les Kourils. » Bref, tu entends que ailleurs qu'en Europe, d'autres conflits semblent également tout près d'éclater. Sir Douglas Morgan se rapproche de toi. Regardez-moi ça, c'est Auguste de Frankville avec ses airs de bon père de famille et de patriarche qui semble donner le change à tous ceux qui s'approchent de lui. Savez-vous que Auguste de Frankville n'a pas de fille ? Et écoutez... Et non, cette jeune Marguerite n'est sans doute qu'une jeune intrigante envoyée ici par le Quai d'Orsay pour se rapprocher du jeune Philip Pearsons et au travers de lui du général et des réseaux d'influence de la diplomatie britannique. Il croit que nous n'avons pas percé son petit jeu, mais nous avons un petit œil sur lui et sur ses petites manœuvres. Derrière son air de vieillard près de la retraite, c'est un redoutable manipulateur. Et cette jeune Marguerite est sans doute un pion dont il compte se servir pour semer la zizanie dans nos effectifs. Cela ne va peut-être pas être si simple qu'il le croit. C'était un tel danger, permettez-moi de donner que laisser tout cela aller de l'avant, à moins que finalement... Nous laissons la corde se dérouler jusqu'au moment où nous devrons la faire revenir en arrière. Tant qu'elle ne sait pas que nous savons, elle joue à découvert et c'est nous qui maîtrisons la façon dont les choses se passent. Mais il l'ignore. C'est toujours plus compliqué de faire rentrer la patte à dents dans son tube que... Prétendez-vous avoir quelque expérience à me confier à ce sujet, jeune Breuil ? Aucune, non, j'essaie. La diplomatie est mon affaire et la façon dont nous entendons manœuvrer contre les manœuvres de nos adversaires, ceci est plutôt mon domaine d'action. Je vous entretenais par pure politesse
parce que vous êtes quelqu'un de notre ordre à qui je me dois de faire confiance. Malgré tout, vous êtes plutôt ici pour apprendre. Vous êtes rassemblés devant l'estrade où était tout à l'heure monté le général Pearsons, et vous voyez qu'à nouveau, sa jeune domestique Lucie fait monter Miss Pearsons sur l'estrade qui souhaite prendre la parole à son tour, et un petit cercle se forme autour d'elle. Les gens se sont arrêtés de danser, l'orchestre s'est arrêté. Dit, chers amis, je n'ai pas, comme mon mari, l'habitude de prendre la parole en public, mais nous avons ici, parmi nous, certains des plus beaux esprits que Londres peut compter comme clairvoyance, au-delà de ce que nous pouvons voir nous-mêmes, des gens qui ont un esprit de voyance hors du commun. Il y en a quelques-uns qui commencent à tousser dans l'assistance, qui comprennent pas bien où elle veut en venir. Ils ne comprennent que trop bien. Je ne voudrais pas passer sous silence ici la présence de monsieur Robert Lees, qui est le médium personnel de la reine Victoria, et qui nous honore aussi ce soir de sa présence. Et les gens se tournent vers Robert Lees, qui opine du chef et qui remercie à distance Miss Pearsons de l'avoir mentionné. Mais il y a également non loin monsieur Sir Switch, qui est également un médium d'une grande qualité, monsieur Phileas Sir Switch, et qui est ici nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Il y a également des applaudissements polis et un peu surpris de la part de l'assistance pour les personnes qui sont là, le grande personne d'assez grande taille, totalement chauve, portant un costume mais qui est sous un grand manteau de fourrure. Il porte une canne à la main avec une boule blanche, semble-t-il, en ivoire ou en cristal, vous ne voyez pas bien, tout au bout de sa canne. Et il salue lui également. Vous voyez qu'il a un air assez hautain lorsqu'il observe l'assistance autour de lui. Je voudrais vous demander, monsieur Sir Switch, de pouvoir nous montrer l'étendue de vos pouvoirs de divination et de psychisme. Pouvez-vous nous faire ce plaisir, monsieur Sir Switch? Ce serait tellement aimable à vous. Et là, il se dirige vers l'estrade à nouveau sous les applaudissements polis et intrigués de l'assistance. Il monte. La réaction de monsieur Pearsons. Le général Pearson se tient au bas de l'estrade. Il est un peu surpris, mais il regarde ça avec un air bonhomme. D'accord. Il laisse faire sa femme. Il a, semble-t-il, l'habitude de ses petites passions et lubies. Sir Switch montre sur la tribune avec sa canne je pourrais lire dans l'esprit de l'un d'entre vous. Quelqu'un veut-il se prêter à l'exercice? Vous voyez que Miss Pearson, à côté, se trémousse un peu, espérant être choisie par le mage Sir Switch. Mais il regarde dans l'assistance. De préférence, il la regarde, mais se détourne d'elle. De préférence, quelqu'un qui serait bien plus réticent à mes propositions, quelqu'un qui ne croirait pas dans les forces de l'esprit. Tenez-vous, monsieur, et il pointe du doigt Arthur Conan Doyle, qui est un peu surpris. Nous ne nous connaissons pas, je crois. Veuillez monter. Et Finlay, le majordome, l'accompagne sur la scène et le fait s'asseoir dans un fauteuil à côté de Phileas Sir Switch, qui était assis dans un fauteuil garni de velours juste à côté. J'ai besoin d'un objet transactionnel. Pouvez-vous m'apporter un objet qui pourrait me mettre en communication avec les esprits? Il se tourne vers Lucie, la jeune domestique. Miss Pearsons lui suggère: j'ai en ma possession le crâne d'un ancêtre qui garnit une cheminée de la maison. Est-ce que cela pourrait faire l'affaire? Fort bien, ramenez-moi ce crâne. Cela pourra faire l'affaire, ramenez-le. Et la jeune Lucie arrive bientôt avec un plateau en argent, en tremblant un peu, et avec un crâne humain qui est posé dessus. C'est vraiment un crâne humain? Oui. D'accord. Bien astiqué, bien poli. À l'époque, le fait d'avoir une espèce de nostalgie esthétique pour les squelettes, les momies et autres objets de ce type était assez couru, donc ça, pour vous, c'est pas si surprenant que ça. Même si ça fait un peu bizarre au milieu de cette soirée-là. Elle approche en tremblotant avec son plateau en argent, le crâne est posé dessus. Phileas Sir Switch lui demande de s'approcher. Elle s'approche, toujours en tremblotant avec son plat. Il pose la main sur le crâne. Ferme les yeux. Approchez-vous, monsieur, tendez votre main. Il ferme les yeux. Vous vous appelez Arthur, n'est-ce pas? Vous vous appelez Arthur Doyle. Vous avez fait des études de médecine. Je vois que vous avez... Je vois une eau gelée, je vois une eau glacée,
vous êtes allé sur les eaux gelées de l'Arctique. Vous avez chassé des baleines et vous êtes tombé dans l'eau glacée au risque de périr et de perdre la vie. Ceci vous est arrivé même à 4 reprises. Et vous voyez que Arthur Conan Doyle se blêmit et regarde l'assistance. D'ailleurs, il regarde dans votre direction. Il dit mais c'est pourtant vrai, c'est rigoureusement exact. Comment savez-vous tout cela? Je vois. Vous êtes allé aux îles Féroé. Vous êtes allé en Afrique. Vous avez connu la fièvre. Vous avez connu le feu. Vous avez nagé. Un requin vous a attaqué. Ah, mais c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais comment savez-vous tout cela? Vous êtes médecin. Vous écrivez des romans. Vous partagez votre temps, votre cabinet et votre jeune fille qui se nomme Marie-Louise. La salle est dans un brouhaha en voyant l'état de stupéfaction d'Arthur Conan Doyle devant cet homme qui est en train de lire dans son passé et dans sa vie comme dans un livre ouvert. Son émotion pour vous est parfaitement perceptible dans l'assemblée. Je vois, vous avez eu un professeur de médecine. Il se nomme Bell. Il vous a enseigné les principes encore qui vous guident aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai. Bien. Il rouvre les yeux. Ma vision s'obscurcit. La jeune Lucie qui est à côté et qui tient le plateau depuis tout à l'heure, en ouvrant des gros yeux, d'un seul coup commence à s'évanouir et à tomber sur le côté, sur le flanc. Le Dr Doyle, écoutant que son devoir, tout de suite se lâche la main de Sir Switch et se précipite vers la jeune fille qui s'est évanouie. Le crâne est tombé du plateau en argent et il a roulé sur la petite estrade. Tout le monde est un peu étonné de cette scène et du pouvoir de divination de cet étrange personnage qui rouvre les yeux désormais. Ceci était un peu distrayant. Je vais proposer à quelques personnes de bien vouloir monter sur la scène. Vous-même, monsieur, et il pointe du doigt Geraldo Lucas. Monsieur, désigne Alexis Meshkov, le grand diplomate russe, mesurant près de 2 mètres, qui le rejoint. Monsieur, Philippe Pearsons, monte à son tour sur l'estrade. Monsieur Lys, voyons, n'hésitez pas. Je sais que vous avez également vous-même de grands pouvoirs. Vous n'hésiterez pas à les confronter aux miens. Robert Lys est un peu gêné, mais devant l'assistance, il se sent bien obligé de monter sur l'estrade à son tour. Vous voyez qu'à côté de lui, Miss Persons qui est sur l'estrade et tout est moustillé, voyant le numéro prodigieux que son invité est en train de faire et l'impression qu'il produit sur l'assemblée. Il les aligne devant lui et il brandit sa canne un peu en hauteur. La boule blanche semble dessiner des formes alors qu'il la bouge avec son bras droit et qu'il pose son autre main gauche par-dessus ses yeux pour les couvrir. Il semble murmurer des paroles que vous n'entendez pas. Et d'un seul coup, il fixe, en levant la main devant ses yeux. Il ouvre grand ses yeux écarquillés et il fixe les 4 personnes qui lui font face. Et il commence à lever sa main gauche vers le haut. Et vous voyez que les 4 personnes qui sont en face de lui commencent à lever la main gauche également d'un même mouvement. Tout le monde est un peu ébahi. Il fait également un geste avec son doigt, comme s'il montrait quelque chose au fond de la salle. Il pointe un lustre du doigt, et les 4 personnes se retournent. À ce moment-là, vous voyez qu'ils semblent complètement subjugués par la vision de Phileas Switch. Et ils tournent également leurs bras pour pointer le même lustre du doigt. Ils ne semblent plus être eux-mêmes, comme étant dans un état hypnotique. Il les fait revenir vers lui d'un mouvement ample, et ils se penchent légèrement sur le côté gauche. Ils le font également, ils se penchent sur le côté gauche comme lui. Ils se redressent également tous les 4. Il leur demande de se rapprocher au plus près de lui et monte sa canne en hauteur, la brandissant très haut au-dessus de sa tête. Et il cherche du regard dans l'assemblée. Il vous désigne tous les 4. Auguste, Lyndon, Henry, Matsuda. Il vous fait signe de monter sur l'estrade à votre tour.
Henri va également effectivement monter sur l'estrade. Il vous demande de vous positionner tous les 4 derrière chacun des 4 personnages qui sont montés précédemment. Je regarde, je jette un coup d'œil à Monsieur Takamori. Il te fait un signe du chef, te disant de te prêter à l'exercice. Bien, soit je l'accepte. Vraiment parce que les 3 autres sont déjà montés que je monte aussi, mais bon. On n'a pas le choix. Mais derrière Robert List. Mettez-vous juste derrière eux. Il vous fait un Avant geste me de la main. positionner, je m'assure que Lucie va bien. C'est simplement... Ah oui. Arthur Conan Doyle, il l'a déjà réveillée, il lui a fait sentir des selles. Elle est assise sur une chaise un peu plus loin, elle semble un peu groggy. D'accord. Mais elle s'est réveillée, oui. Je vais mettre derrière le portugais Lucas. Moi je me mets derrière Meshkov. Il te reste donc Philippe Pearsons, Matsuda. Soit. Alors que vous êtes positionné juste derrière eux, il claque d'un grand coup dans ses doigts en tapant sa canne d'un seul coup sur le sol et les 4 individus qui sont devant vous s'endorment littéralement et tombent dans vos bras alors qu'ils tombent en arrière et vous êtes juste là pour les rattraper au moment où ils sont en train de s'effondrer, sans quoi ils auraient cogné leur tête sur le sol et l'assemblée, totalement étonnée par cette manifestation, se met à applaudir vivement. Du coup, vu qu'on est... Il tape à nouveau sur le sol et les 4 personnes en question se réveillent brusquement. Comprennent pas qu'ils se trouvent dans vos bras respectifs en train de les soutenir, ne comprennent pas ce qu'il leur arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Que va faire Monsieur sur Switch? Te dit Philippe Pearsons. Apparemment, pas du tout compris ce qui leur était arrivé. Lys, comme les autres, est complètement surpris. Merci, Monsieur Sir Switch, de nous avoir montré toute l'étendue de votre talent et de votre pouvoir ce soir. Sir Switch salue l'assemblée, vous voyez qu'il sue abondamment et il s'assoit sur le fauteuil qui est sur l'estrade pour reprendre des forces et il reste là en mettant un peu sa tête dans ses mains et reprenant son souffle. Bien, le général Pearsons remonte sur l'estrade, accompagné son épouse à qui il fait une accolade, vous ressentez toute l'affection qu'il lui porte. Il dit bien, messieurs, le bal va pouvoir reprendre ses droits, je vous prie, après ce moment des plus intrigants, grâce à l'intervention et aux passions de mon épouse, de pouvoir reprendre le cours de notre soirée et de nos festivités. Je vais m'assurer qu'il va bien. Sir Switch. Sir Switch, quand tu t'approches, il te fait un signe de la main pour te demander de t'éloigner. Je viens juste m'assurer que ça va. Il te fait un signe de la main pour que tu t'éloignes. Laissez-moi, c'est bon. Je lui tends un mouchoir. Il le prend pas, il te fait signe de t'éloigner. Henri Hatchard, du coup, effectivement, quand il a aidé Monsieur Lys à se relever, il a chuchoté, eh bien, c'était très bien coordonné. Mais pas du tout, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je suis montré sur cette estrade et je me retrouve dans vos bras. J'ai, semble-t-il, raté quelque chose? Pourquoi tous ces gens applaudissaient? Je me sentais si faible d'un coup. Vous n'êtes pas en collaboration avec Monsieur Sartwich pour le compte de Madame Pearsons? Mais pas du tout. Est-ce qu'il vous faut un verre? Eh bien, volontiers. Et quelque chose de fort. Eh bien, je vais vous accompagner. Le général Pearsons, vous voyez qu'il fend la foule pour se diriger vers votre petit groupe. Alors que vous vous trouvez réunis au même endroit, il s'approche de vous. Bien, je souhaiterais pouvoir avoir quelques échanges avec vous, chers amis. Il fait un léger pas de côté, de façon à pouvoir vous attirer avec lui, si bien que votre petit groupe se trouve emporté vers un coin de la salle. Le professeur Lydon vous y rejoint également pendant que la salle bat son plein et que les danseurs sont repartis de plus belle au milieu de la salle sous les applaudissements de la foule. Nous avons à parler, professeur Lydon, avec vos amis. Vous m'avez parlé donc de ce projet d'exploration dans le désert du sud-ouest africain, une terre des plus hostiles. J'ai bien vu le document que vous m'avez fait parvenir pour solliciter le financement du gouvernement britannique. J'aurais envie de vous dire, la Société Royale de Géographie est bien faite pour cela, non? Lydon est assez embarrassé. Oui, mais nous avons besoin de votre aide. La Société Royale de Géographie a bien déjà payé mon ballon dirigeable, mais j'aurais besoin également d'avoir une aide substantielle pour avoir des hommes et du matériel en nombre pour pouvoir aller explorer cette région totalement inconnue. Oui, il se caresse la barbe en ayant un air de méditation. Vous savez,
le sud-ouest africain est une colonie allemande. Vous n'ignorez pas, professeur Lydon? Ah non, non, pas du tout. Oui, vous savez, il y a dans ces contrées quelques problèmes sur lesquels nous sommes parfois contraints d'intervenir. Et nous avons quelques soucis avec quelques colonies qui se trouvent à proximité. Les afrikaners du Transvaal ou de la République orangiste nourrissent parfois des projets assez hostiles à l'Empire britannique. Et Sir Douglas Morgan, ici présent, et Sir Douglas Morgan se rapproche nonchalamment, se trouvant là pas tout à fait par hasard, pour vous confirmer que l'intérêt de l'Empire britannique dans cette région bien éloignée est des plus importants pour nous tous. Ainsi, qu'avons-nous observé, Sir Douglas Morgan, dans ces contrées? Eh bien, nous soupçonnons que nos chers amis de l'Empire allemand s'intéressent de près aux réserves de minerais qui se trouvent dans les colonies du Transvaal et de la République d'Orange. Nous pensons qu'ils pourraient nourrir quelques renforcements de leur armée, et ils sont actuellement, d'après quelques informations que nous avons reçues, en train d'acheminer de grandes quantités d'armes pour aller soutenir les afrikaners contre nous, cela va de soi. Autrement dit, votre présence dans cette contrée éloignée avec un ballon dirigeable pourrait avoir quelque intérêt pour nous si nous pouvions profiter de votre expédition pour pouvoir examiner depuis le ciel ce qui se passe et ramener à disposition de la couronne britannique quelques précieuses informations sur les manœuvres en cours chez nos aimables voisins germaniques, pour voir ce qu'ils trament et ce qu'ils trafiquent exactement avec ces damnés bourgs qui sont à nos frontières. Ce pourrait être intéressant que vous puissiez ainsi collaborer avec nous à ce projet. C'est ainsi le mariage de votre intérêt scientifique avec l'intérêt bien compris de la couronne britannique, qui pourrait ainsi rencontrer quelque écho bienveillant auprès des autorités et de la couronne. Vous sentez Alexius Lydon un peu abasourdi par cette demande. Ma foi, cela semble être un certain compromis. Croyez-vous ? J'ai déjà eu l'occasion de faire profiter de mon expérience d'explorateur au sein d'un corps expéditionnaire lors du conflit éthiopien. Eh bien voilà une parole de raison, monsieur Archer, dit Douglas Morgan. Cela semble être l'aide providentielle que vous réclamiez, cher professeur. Ah, mais je n'avais pas nécessairement envisagé les choses sous cet angle. Je suis un membre respecté de l'Académie des sciences et non pas un homme de pouvoir ou de guerre. Souvenez-vous, quand nous étions dans le nord d'Angleterre, nous avons été quand même bien heureux d'avoir l'aide de ces militaires pour nous permettre d'enrayer. Il faut savoir, moi-même à mon niveau de journaliste ou à votre niveau d'explorateur et de scientifique, chacun à son niveau apporte sa pierre à l'édifice, mais qu'est-ce qui compte le plus, in fine? N'est-ce pas la grandeur de la couronne d'Angleterre? Ah, je ne voyais vraiment pas les choses comme cela. Puis-je prendre le temps d'y réfléchir? Sir Douglas Morgan se tourne mais pose la main avec un air très paternel sur l'épaule d'Alexius Lydon, qui vous semble avoir perdu une trentaine de centimètres depuis le début de la conversation. Nous sommes bien d'accord, moi, en général, que c'est simplement l'observation que vous nous demandez. Mais à partir du ballon, ne voir que ce qu'on peut voir du ballon. Le général Persons bouge la tête avec un air entendu pour vous dire « Mais bien entendu, il n'est pas du tout question que vous puissiez intervenir de quelque manière que ce soit. De toute manière, les personnes qui devront prendre les informations et qui devront les ramener, ce ne sont pas vous-même, ce sont juste des personnes qui devront vous accompagner, voilà tout. Et à qui nous confierons cette mission. Toute votre expédition sera parfaitement financée. Et vous apportera même une escorte section, si j'ai bien pu comprendre. Eh bien, permettez-moi d'y réfléchir. Je suis un peu sous le coup de cette proposition. Je souhaiterais avoir un petit moment de réflexion. Douglas Morgan lui dit en lui tenant l'épaule « Mais réfléchissez, professeur Lydon, il n'y a aucune urgence. Nous pouvons bien sûr vous laisser ce délai de réflexion. Mais bien sûr, nous comptons sur votre sentiment patriotique à vous-même ainsi qu'aux amis qui vous accompagnent pour ne pas révéler quoi que ce soit sur les informations que nous avons portées à votre connaissance. » Tout naturellement.
mais bien sûr, je m'en porte garant, n'est-ce pas, chers amis? Oui, Henry Archer va essayer effectivement d'esquiver justement le professeur de ses deux griffes au niveau de ses épaules. Tout naturellement, nous sommes entre gens de bonne foi et au service de la couronne. Venez, professeur, allons prendre un verre. Je vous sens tout pâteau suite à. Je suis effectivement j'ai été assez ému aussi de cette proposition. Mais ne vous en allez pas, dit Général Parsons. Je vous vois fort hésitant. Approchez-vous avec vos amis. Allons prendre un cigare dans un salon à côté. Notre discussion n'est peut-être pas tout à fait terminée. Allons. Nous allons boire un alcool fin et fumer quelques délicieuses cigarettes dans mes salons particuliers. Vous voulez bien me suivre? Monsieur le général, C'est vrai, notre ok. cher professeur n'a pas l'habitude justement d'une telle générosité. Est-ce que vous accepteriez que je m'entende avec lui pour calmer un petit peu ses nerfs? J'ai l'impression que la démonstration de tout à l'heure lui rend un petit peu l'esprit embrumé. Mais non, voyons, allons, prenez. Vous voyez que la proposition que vous fait le général de venir chez lui boire un alcool et fumer un cigare dans ses appartements personnels ne peut pas vraiment être refusé dans les circonstances où vous vous trouvez. Oula, Et non, Je lève et je le suis. Sir Douglas Morgan s'éloigne et vous laisse aller avec le général Pearsons qui vous précède et il dit quelque chose à l'oreille de Finlay, son majordome, qui vous accompagne. Henry justement va rester à côté du professeur. Justement, c'est lui qui va l'accompagner et il se tient prêt à écouter quelques murmures qu'il aurait à son oreille. Oui, le professeur est à côté de toi. Ouais. Tu lui dis quelque chose? Pendant que vous cheminez à travers le couloir des salons, vous éloignez de la musique, dont le son devient un peu plus lointain. Effectivement, je lui chuchote. Alexis, il y a quelque chose qui me gêne et je me sens tout aussi troublé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il vous avait jamais évoqué ça? Ah non, je découvre cela ce soir, c'est tout à fait stupéfiant, je ne sais que dire. Il va falloir que nous puissions en discuter calmement, mais écoutons, essayons malgré tout maintenons le lien avec le général, ceci est tout à fait important. J'ai dit, il nous fait entrer dans ses appartements privés, saisissons l'occasion, peut-être pourrons-nous négocier de ne pas être otages de leurs préoccupations guerrières, après tout, là, notre intérêt à nous, c'est la science. Je suis personnellement de l'avis effectivement de les aider, mais effectivement j'ai plus l'impression qu'ils veulent se servir de nous comme prétexte. Je reste à vos côtés sur ce point. Ce ne serait pas la première fois que de l'espionnage, ou peu importe le nom que l'on donne, est fait sur le doute d'une expédition scientifique. Vous êtes arrivé dans ses appartements. Il ouvre avec une clé la porte d'un salon, d'une grande pièce, dans laquelle se trouve son appartement personnel et son bureau. Juste après que vous soyez entrés, tous les 5, avec Alexius Lydon qui vous accompagne, le général vous propose de vous asseoir dans les fauteuils qui sont là. Quelques secondes après, Finlay arrive avec une bouteille de whisky et de cognac et quelques verres, une boîte de cigares qu'il vous tend aux uns et aux autres, que vous puissiez vous servir. Servez-vous, ce sont les meilleures feuilles de Cuba qui ont été apportées à ma demande. N'en dites rien aux Américains, ils pourraient prendre la mouche que nous puissions avoir des liens avec les Espagnols. Je prends un cigare volontiers. Bien, je voulais vous parler d'autre chose. Cher professeur Lydon, et vos amis ici présents peuvent tout à fait entendre le contenu de cette proposition qui, je suis sûr, pourra vous ravir. Voyez-vous, je suis moi-même dépositaire de la Victoria Cross. Et c'est un honneur d'être distingué par notre reine Victoria. Et il m'arrive, à l'occasion de pouvoir fréquenter certains cercles du pouvoir, puisque, malgré mon grand âge, on me confie encore quelques missions aujourd'hui pour rendre quelques services. Rien que de très modeste, mais du coup, mes oreilles traînent ici et là. Et j'ai cru comprendre, en allant dans les couloirs de Whitehall, que, professeur Lydon, votre nom aurait pu être retenu pour accéder prochainement à la pairie de ce royaume. Vous voyez que Alexius Lydon tient son verre et est tout à fait médusé par cette idée.
Sir Alexus Lydon, en raison de vos nombreux mérites et talents scientifiques, dont la récente découverte de cette fameuse pierre de Lydon qui impressionne le monde entier, à n'en pas douter. Voilà qui serait quand même de nature à bien sonner aux oreilles de tout votre entourage et de votre descendance, n'est-ce pas, Sir Alexus Lydon? Et vous voyez que Sir Alexus Lydon commence déjà à bomber un peu le torse. Ah, c'est effectivement une proposition, encore une fois, des plus inattendues. Ah oui, voilà. Voilà quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant. Si seulement il me faudrait encore quelques arguments pour pouvoir convaincre les décideurs de tout l'intérêt de vous promouvoir ainsi au titre de chevalier, car il y a tellement de candidats et si peu d'élus à la fin à présenter devant à la signature de la reine. Enfin, vous avez tout le temps d'y réfléchir, professeur Lydon. Professeur Lydon est complètement éteint, du coup, il vous regarde, il cherche un appui dans votre regard aux uns et aux autres, ne sachant pas trop ce qu'il doit dire. Félicitations, professeur. C'est pas encore gagné, attention, c'est une proposition. Ne serait-ce que la proposition. Si on vous le proposait, vous seriez flatté déjà. En tout cas, c'est comme ça que je le prendrais. Vous croyez? Vous vous rendez compte? Je n'ai rien demandé, mais après tout, je serais parfaitement honoré d'une telle distinction, et je saurais en rendre fier la reine en retour. En tant que journaliste, croyez bien que je ne suis pas du genre à la flagornerie, mais pour vous avoir vu sur le terrain, et j'en ai rendu compte dans les journaux, ce que vous avez permis, ce que vous avez fait pour éviter ce désastre dans le nord de l'Angleterre, mériterait quasiment à lui seul. Au moins la citation. On vit dans un monde, le monde d'antan, des chevaliers d'antan, justement, est révolu. Qu'en pensez-vous, Archer? En fait, justement, Henri, il caresse à nouveau sa barbe. Il a accepté un verre, mais contrairement à tout le reste de la soirée, il n'y a pas encore goûté. Eh bien, je dirais que chacun, durant notre vie, nous avons été appelés pour servir justement les intérêts de la couronne. J'avoue que il me manque des détails. Je préfère lorsque les choses me sont dites clairement et que la proposition est révélée avant de pouvoir tirer un trait. Et vous, Lydon? Vous savez, j'ai voué ma vie à la patrie, à la reine. L'armée nous demande de l'aider. Je ne peux que dire oui, moi, de mon côté. Mais ça n'engage que ma personne, bien évidemment. Le général Pearson se lève, tire sur son cigare, fait quelques pas dans la pièce, se rapproche de son bureau, où traînent quelques papiers, il en prend un sur le dessus. J'ai là une lettre sur laquelle je dois indiquer prochainement quelles sont les personnes en vue que je souhaiterais encourager pour la pérille de notre royaume. Je dois l'envoyer demain. Je peux attendre, nous ne sommes pas à une journée près. Toutefois, j'apprécierais, professeur... Mais de quoi s'agit-il? Et il se tourne vers son bureau et vous voyez qu'il ne s'intéresse plus du tout à vous. Général? Il s'est passé quelque chose de terrible. Il s'est passé quelque chose de terrible. Henri se lève, regarde dans la direction où regarde le général. Et vous voyez qu'il est en train, il est devant son tiroir. Il y a un tiroir qui est ouvert et à moitié fracassé dans son bureau. Mais c'était impossible. Et il est en train de fouiller dans le tiroir. Il y avait ici une enveloppe. Il y avait ici une enveloppe qui ne devait pas sortir de ce tiroir et qui n'aurait jamais dû en sortir, qui n'aurait jamais dû partir d'ici. La porte était fermée à clé, c'est absolument impossible. Comment c'était possible? Comment cette enveloppe a pu partir? Vous voyez qu'il a le souffle court, qu'il est assez ému. Je me dirige vers lui, je le fais s'asseoir sur sa chaise. Non, il faut agir, n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un vol des plus dramatiques. J'avais dans ce bureau un document extrêmement important avec une liste de noms qui ne devaient absolument pas tomber entre des mains qui auraient pu porter atteinte à notre sécurité. Et ce document m'a été confié en début de soirée. Personne ne pouvait savoir qu'il se trouvait là. C'est absolument impossible. J'ai été accaparé ensuite par la soirée, mais la porte était bien fermée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il fait des 100 pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu me voler cette lettre? Qu'est-ce qui s'est passé?
soyons calmes. De toute façon, c'est quelqu'un qui est présent ici. Enfin, qui est présent au sein de... Évidemment, il faut boucler la maison, il faut empêcher tout le monde de... l'entrée. Il faut empêcher tout le monde de sortir, essayer de comprendre. Faites... oui, c'est cela. Il faut... Finlay! Il y a son majordome qui arrive en courant. Finlay... Allez. Et il donne des instructions à Finlay pour dire que tous les domestiques doivent fermer toutes les portes partout à double tour pour que plus personne ne puisse sortir de la soirée. Finlay proteste un peu, dit que c'est assez compliqué vu le nombre de personnes qui sont là, qui assistent à la soirée, mais il insiste, il le dispute presque pour lui dire d'agir immédiatement, de mettre avec lui Miss Chambers, la gouvernante, avec lui pour pouvoir résoudre cette situation et de pouvoir boucler tout le monde, surtout ne rien dire à sa femme, et qu'il compte, il va prendre les décisions qui s'imposent ensuite. Je vais sûrement devoir agir. Finlay ressort pour aller s'exécuter à l'extérieur. Réfléchissez. Qui pourrait être intéressé par le contenu de cette enveloppe? Mais il y a dans cette enveloppe plusieurs noms exposés de personnes qui agissent dans notre intérêt, à Londres même. Et cela pourrait intéresser Bien du monde ce soir. des membres de toutes les délégations présentes ici même ce soir. Qu'est-ce que... Raisonnant à l'envers. Qui ne serait pas intéressé par ce courrier? On peut déjà les éliminer d'office. Moi. Je ne sais que dire. Plutôt, comment ont-ils fait pour accéder ici? Si je me permettais, mon général, vous avez pas, excusez-moi, j'ai eu une absence à l'instant, mais vous avez bien participé à cette espèce d'expérience des illuminés de votre chère épouse. J'étais présent dans la salle comme vous-même. Oui, Je n'y ai pas part. Vous n'étiez pas sur l'estrade. Non. Henri Hatcher est en train d'essayer de se remémorer qui l'a vu présent justement dans la salle parmi les diplomates étrangers. Bah, la foule était assez dense et compacte, donc tu ne peux pas être certain de... Enfin, tu as vu tous ceux qui étaient là, ils étaient tous assez près, ceux qui vous étaient assez... soit ils étaient sur l'estrade pour certains d'entre eux, soit ils étaient dans la salle. Justement, lors du spectacle, Henri avait plus observé la réaction de la salle, donc peut-être qu'il peut se souvenir d'un ou deux visages qu'il aurait vu dans la salle lors du spectacle. Pour ma part, je vais me diriger vers la serrure, voir si elle était forcée ou quoi que ce soit. Tu vois qu'elle a été forcée, en effet. Moi, je me rapproche aussi pour essayer de fouiller au niveau de la... Je suis Lyndon, du coup, quand je le vois aller vers la serrure, mais machinalement, sachant pas trop quoi faire. Tu vois que c'est forcé, oui. Quant à toi, Archer, tu te rappelles du moins de tous les diplomates qui vous ont été présentés, et au moment même du spectacle, tu te souviens les avoir vus à proximité près de vous, en tout cas. D'accord. Après, notamment... je ne savais pas à quel moment le vol a eu lieu. D'accord. Du coup, je vais commencer à observer les différentes entrées et sorties justement de la pièce. Il y a une porte principale par laquelle vous êtes entré et une porte consacrée aux domestiques qui est fermée à clé également. D'accord. Pas de traces justement. Par contre, il n'y a pas de traces d'effraction sur les portes d'entrée, sur les deux portes d'entrée que vous voyez. Aux fenêtres non plus? Non. Non, les fenêtres sont fermées. Et... On est au rez-de-chaussée ou au premier étage? Vous êtes au rez-de-chaussée. D'accord. Les fenêtres sont fermées, sont bien fermées de l'intérieur. D'accord. Auguste, ce que tu as pu voir sur le tiroir, c'est qu'il avait sans doute été forcé avec une lame assez fine et assez puissante qui avait entaillé un peu le bord du tiroir, ce qui fait que la serrure n'a pas cédé, mais c'est le bois qui a cédé en fait en faisant levier dessus pour craquer le tiroir délibérément. Quelqu'un qui a sans doute essayé d'aller vite. D'accord. Et donc pas un couteau, pas genre un ouvre-papier, vraiment un vrai couteau quoi. Oui, plutôt quelque chose d'assez résistant, oui. Couteau de chasse quoi. Peut-être pas autant, mais en tout cas un truc résistant. Oui. Du coup, j'en fais part. Je me demande bien comment cela a pu se produire.
Tout à l'heure, cette lettre m'a été remise en tout début de soirée, et je suis venu la mettre ici pour pouvoir aller ensuite recueillir les invités. Je l'ai mis en sécurité dans ce bureau, et ensuite, je suis ressorti du bureau en fermant la porte à clé. Et tout à l'heure, quand nous sommes rentrés, la porte était bien fermée à clé. Oui, la porte était tout à fait fermée à clé lorsque je suis rentré. Général Pearson, si je peux vous demander qui vous a donné cette lettre. Ah, c'est une information tout à fait confidentielle que je ne peux pas vous communiquer. Très bien. Et quelqu'un vous accompagnait-il lorsque la lettre vous a été donnée ou lorsque vous l'avez mise dans ce tiroir? Non, nous étions tout à fait au début de la soirée, les premiers invités venaient d'arriver, il y avait encore très peu de monde. Je suis venu ici seul, il y avait tout juste la jeune Lucie qui était en train de remettre les affaires en place dans cette pièce. Dans cette pièce-ci? Dans la pièce Oui, oui, mais elle est sortie ensuite, mais... je ne pense pas qu'elle y ait prêté attention. Oui, moi non plus. Qui dispose d'un double des clés pour les portes? Dans mon bureau, eh bien, les domestiques, et moi-même. Et les portes du bureau montrent aucun signe d'effraction. La porte, non. La serrure qui est fracturée au niveau du tiroir, parce que ma connaissance de l'anatomie, etc., je peux en déduire que c'est un homme qui a fait ça. Non, Parce que ça peut être non, c'est absolument... Tu peux pas deviner ça d'une... Bah, ça demande une certaine puissance, une force. D'un tiroir. Oui, mais bon, c'est pas non plus un tiroir de 1 mètre de long, si tu veux. C'est un petit tiroir de bureau, donc... J'imagine que c'est pas un petit bureau qu'il a. C'est pas un petit bureau, mais le tiroir lui-même n'est pas si énorme. Donc voilà, il est en bois, il est un peu... Et donc, en forçant sur le bord du tiroir, en fait, il a craqué, il a laissé une ouverture suffisante pour pouvoir passer la main. Quand vous dites en début de soirée, c'était avant même que vous commenciez à accueillir les invités? Vous-même n'étiez pas arrivé. Il y avait uniquement quelques invités qui étaient là, très peu, et ensuite la grande foule est arrivée, et ensuite toute la réception s'est parfaitement bien passée, et je ne suis pas revenu entre les deux dans ce bureau, et personne n'a dû y venir à ma connaissance. Je n'ai pas fait attention, j'étais pris par la soirée, je pensais à autre chose, j'étais à milieu de penser que... Comment pouvait-il savoir ? C'est justement pour ça que je vous ai demandé qui vous avait donné cette lettre. C'est à vous de décider si vous pensez que retrouver cette lettre est assez plus important que de connaître l'identité de votre émetteur. Non, je répugne à l'idée. Sachez que l'enveloppe elle-même était de couleur bleue, et qu'elle contient une liste de noms qui est cryptée, et qui ne pourra pas être lue facilement par les personnes qui pourront s'en emparer, mais malgré tout, c'est un danger. Bien entendu. Bien entendu. J'ai une idée saugrenue. Lucie, peut-être a-t-elle vu quelque chose? Peut-être devrions-nous l'interroger? Je comptais justement m'éclipser pour essayer de retrouver cette Lucie. Non, n'allons pas semer le doute dans l'assemblée. Agissons ici, faisons-la venir avec nous. Oui, mais je vais la chercher si vous voulez. Non, je vais demander à Finlay d'aller la chercher. Finlay! Finlay arrive, j'ai fait procéder à la fermeture de toutes les portes, monsieur. Quelques personnes commencent à vouloir sortir. Est-ce que je les autorise? Non, c'est hors de question. Demandez-leur de patienter, qu'il y a une surprise qui se prépare, inventez quelque chose, dites que le gâteau arrive, je ne sais pas. Inventez, mon vieux. Faites venir Lucie immédiatement. Et se précipite. Quelque temps après arrive la jeune domestique. Elle semble toujours un peu groggy. Monsieur? Oui, monsieur. Ah, monsieur est plus là. Si, il est là, en général, mais il se tourne vers vous. Il ne sait pas trop comment entrer en matière, pour ne pas se dévoiler, il se tourne vers vous. Ces messieurs ont des questions à vous poser. Il se met un peu en retrait, en position d'observateur. Excusez-moi, Lucie, si jamais on peut se permettre de vous poser quelques questions, le général Pearson a perdu un objet de valeur. Est-ce que vous avez toujours votre double des clés sur vous? Oui. Vous pourriez nous les montrer, s'il vous plaît? Oui. Lucie, est-ce que tout va bien? Je vais la regarder, je vais l'analyser, je Oui. regarde les yeux. Je vais aller voir. Ce que tu as vu sur la porte, c'est que la porte n'avait pas du tout été forcée d'aucune manière. Il n'y a pas de trace du tout d'éraflure sur les bords ou quoi que ce soit. Donc il ne fait aucun doute pour toi que la porte a été ouverte avec une clé. D'accord. Je vais m'approcher du général Pearson. Je vais lui demander
Le crâne que Lucie a rapporté tout à l'heure, de quelle pièce provient-il? Oh, je ne sais pas, c'était dans les salons de mon épouse. J'imagine qu'il a été remis là-bas, ou alors il est toujours dans la grande salle. Ce que tu vois en examinant de près Lucie, c'est qu'elle a le regard complètement fixe. Justement, je chuchote au général Pearson. Par curiosité, j'avais observé la salle. Je dois vous avouer que il n'y a de ma mémoire que Lucie qui a eu l'occasion de s'absenter du spectacle tout à l'heure. Mais pendant ce temps, peut-être que des personnes observent Lucie. L'hypnose était peu commun à cette époque-là. Au contraire, D'accord. c'était quelque chose Donc je peux qui analyser- était autant la psychanalyse n'existe pas encore, puisque Freud l'a à peine esquissé encore et en 1889, mais l'hypnose est un peu la pratique qui est en vogue chez les aliénistes et les psychiatres qui D'accord. s'occupent de l'esprit. Donc, je peux Charcot conclure l'a qu'elle a popularisé un- à Paris. Oui. En tant que médecin, tu peux le savoir. Après, de là à la pratiquer, là c'est une autre histoire. Non. Je peux déterminer que là, elle est en état d'hypnose. Enfin, ou du moins, ce qu'il en résulte. Tu vois qu'elle n'est pas dans un état normal et qu'elle semble effectivement dans un état second qui peut détacher de vous, comme si elle regardait fixement devant elle en répondant de façon mécanique à vos questions. Lucie, répondez-moi. Quelle est la dernière chose que vous ayez faite, que vous vous souvenez? J'ai emmené le crâne parce que madame me l'a demandé. Et après cela? Et j'ai mis le crâne devant le monsieur. Général Pearson, est-ce que vous accepteriez que l'un d'entre nous fouille votre domestique pour vérifier qu'elle a toujours justement son trousseau de clés? Non, elle l'a. Mais faites donc. Bon, on va demander au majordome. Peut-être Ouais. non, à minima. Et si vous en avez l'occasion, monsieur Finlay, par acquis de conscience et... Enfin, Général Pearson, pour vous l'avez fait d'ailleurs. Finlay est aux abords de la pièce, mais si vous le faites, vous l'appelez, il vient. Par acquis de conscience, vous pouvez nous montrer votre double des clés. La porte n'a pas du tout été forcée, donc... Ah, Finlay? Oui. Ben, bien sûr, j'ai mon double des clés. Et j'ai les clés de toute la maison. Pourquoi me demandez-vous cela? Simplement, pouvez-vous nous les montrer pour nous assurer que vous les avez Oui. toujours? Il fouille dans sa poche et il sort un trousseau de clés. D'accord. Quelle est la clé Ok. qui ouvre justement les portes de cette salle? Il demande l'assentiment du général qui lui fait un signe de la tête et il vous montre la clé de la porte qui est une clé un peu dorée qui fait à peu près 10 cm de long. Les sont comme ça. Les clés, tous les doubles de cette clé-là se ressemblent, donc sont dorés pareil, de la même taille, c'est ça? Oui, bien sûr. Il n'y a qu'une clé pour cette porte et elle a été doublée plusieurs fois. C'est une excellente serrure. J'ai une question, moi, générale. Ça va peut-être vous paraître hors de contexte, mais que pouvez-vous me dire sur M. Sarswitch? Voilà. Je ne le connais pas, je ne l'avais jamais vu avant ce soir. C'est une connaissance de mon épouse qui a dû l'inviter. Mhm. Tu as Archer, enfin. Et d'où votre femme connaît cette personne-là? Oh, je ne sais pas, elle aime ces milieux un peu originaux. Ceci est tout à fait inoffensif. Je n'y prête aucune attention moi-même. Tu fouilles, Lucie? Oui, je vais m'avancer vers elle, je vais lui dire... Lucie, si ça vous gêne pas, j'aimerais m'assurer de votre état de santé, vous semblez un peu blême. Moi, du coup, depuis tout à Avec l'heure- l'autorisation de depuis général, tout à l'heure, de pardon. général. Oui, il vous laisse D'accord. l'observer. Bon, je vais faire de mon mieux, Ouais, mais ouais. en fait, je vais juste essayer de garder les apparences, justement. Oui, tu trouves un trousseau de clés. Il est D'accord. dans la poche de sa blouse devant. La clé... Tu la vois clé que les- est présente. Non. D'accord. Il semble... Lucie, il me semble qu'il vous manque des clés. Où est-ce que vous les avez laissées? Oui. Moi, depuis tout à l'heure, du coup, je l'observe, en fait, j'essaye aussi psychologiquement de voir un petit peu où elle en est. Bref. Mais du coup, je suis allé, en fait, là où tout à l'heure, c'était... Et vous voyez que dans son bar. le professeur Lidon se lève d'un seul coup et dit « Eh bien, j'accepte. J'accepte, général. J'accepte votre proposition. » Et vous êtes tous un peu médusés. Oui, je me retourne vers lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est Ah, que, mais la allez au position, diable, le Lidon! Vous professeur- ne voyez pas que nous avons bien d'autres choses à faire? Et Lidon ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il était resté sur le côté, perdu dans ses pensées, et il n'avait pas du tout fait attention à ce qui se passait autour de lui. Après, au journaliste, je fais un signe de la tête en disant non. Je sors de la pièce et je vais en direction de là où on était.
Et je regardais où est-ce que se situe justement ce Sir Switch. Tout à l'heure, quand vous étiez dans la salle en train de discuter avec Douglas Morgan et le général Pearsons, alors que vous étiez dans la grande salle, il est resté assis sur sa chaise en permanence pendant tout le temps où vous étiez là-bas. Il était sur l'estrade et à la vue de tous. Je vous le dis pour info. D'accord. À aucun moment, Lucie n'est allée le voir. Après le passage où elle est tombée. Non, et après le numéro, elle a quitté l'estrade, mais lui, il est resté assis dessus. D'accord. Monsieur Pearson, avec votre autorisation, j'aimerais commencer à fouiller les autres pièces, notamment. Vous entendez un coup de feu, également un cri terrible qui déchire le son de la musique qui s'interrompt spontanément et qui vient du salon. Non, un cri féminin, ça vous en êtes certain, et un tir de revolver que vous avez entendu derrière, ainsi que des bruits de vitres et vous entendez un cri de la foule qui commence à crier dans la salle qui se trouve à côté. Je me précipite. Au premier coup de feu, je suis parti en courant, en direction du coup de feu. Moi en fait, je vais rester avec Lucie. Bon bah alors moi je me précipite aussi du coup. Vous entendez des mouvements de panique dans la grande salle. Et pendant que je cours, j'essaie de me rappeler qui j'ai vu qui portait une arme. Tu n'en as pas vu, mais tu vois qu'il y a des armes qui se trouvent dans le bureau du général, qui sont exposées sur le mur. Il y a des fusils et des armes qui sont exposées, des revolvers. Alors, Le général lui-même a un revolver qu'il prend dans son tiroir. Bah du coup je pense que je suis le premier arrivé dans la salle de bol parce qu'on m'a fait tout ça, ça me tape au-dessus. Et j'ai essayé d'attraper quelqu'un par le cou dans un moment. Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu arrives dans la grande salle, tu vois qu'il y a Lucas qui est au milieu de la salle et qui tient avec son revolver le canon posé sur la joue la jeune Marguerite de Frankville. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir d'ici! Alors lui aussi, il a fait partie du... Ok. Il est avec le canon qui est posé sur sa joue, prêt à tirer. Vous voyez qu'il a des yeux de fou, qui continue à chanceler un peu, mais... Laissez-moi partir maintenant! Et il se recule en direction des portes-fenêtres, dans lesquelles vous voyez qu'il y a déjà eu un coup de feu qui a explosé les vitres et la poignée. Les gens se sont éloignés et il est en train de reculer vers la porte-fenêtre en lui appuyant le canon sur la joue. Son fiancé est tout proche et essaye de s'approcher. Philippe Pearsons, il hésite à commettre un acte héroïque, n'osant pas trop s'approcher de peur qu'il commette l'irréparable. Je peux refaire pour regarder ses yeux. Ce que je cherche, garder la même sensation que sur Lucie. Bon, s'il il est trop loin et tu n'aperçois pas bien, mais tu vois qu'il flageole un peu sur ses jambes tout en étant extrêmement rigide sur son buste. Il a une posture en tout cas qui te semble un peu curieuse. De mon côté, je recherche dans la salle du regard à la fois Sir Morgan. Il y a une grande... Tu aperçois Sir Morgan qui est pas loin. Concrètement, je cherche surtout Sir Switch, il est toujours assis dans son fauteuil sur l'estrade et il regarde tout cela avec un air un peu médusé. Il tourne la tête à droite à gauche, il regarde les gens courir dans tous les sens. On est tous les trois à peu près au même endroit là dans l'entrée de... Non, vous n'êtes que deux, parce que Henry est resté avec Lucie. Le général, il est resté là. Non, il est allé avec tes deux acolytes de l'autre côté en prenant son arme à la main. T'as évoqué qu'il y avait d'autres armes dans le salon, est-ce que je peux en Oui. prendre un? Oui, il y a des fusils accrochés sur le mur et il y a également, tu vois, son revolver son tiroir est ouvert et il y a également un autre revolver qui... Plutôt un revolver histoire de le mettre derrière moi, enfin ça sera plus discret. Ok. Et ensuite, malheureusement pour Lucie, je vais commencer à essayer de violenter Lucie. En fait, de la secouer violemment en lui... je pense que ça va être difficile de roleplayer parce que c'est pas trop ma main. Mais voilà, essayer de la violenter pour la réveiller et pour lui demander où est la lettre, pourquoi tu as pris la lettre, où est la lettre. Je la secoue, si jamais elle répond mal, je commence à lui mettre des baffes et on verra ce que ça donne à partir de là. Elle se met à pleurer. Elle pleure de toutes les larmes de son corps, sans rien dire. Tu tapes, tu vois qu'elle ne réagit pas et qu'elle se met juste à pleurer. D'accord. Et le professeur, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Le professeur, il est sorti avec les autres aussi. T'es seul avec Lucie dans la pièce. D'accord. Ainsi que Finlay. Ils sont tous repartis dans la grande salle. On va revenir dans la grande salle. Vous avez donc le général qui est arrivé à vos côtés. Il tient le revolver et toute la foule s'est écartée. Il y a Lucas qui est au milieu, qui tient Marguerite en joue et qui se rapproche de la porte. Le général tente de s'approcher en tenant le revolver devant lui, prêt à faire feu, mais sans être trop menaçant à l'égard de Lucas. Je braque également mon arme sur Lucas. Ton arme? Laquelle? J'ai dit que je prenais une arme sur le mur avant de partir en courant. Ah d'accord. C'est donc un fusil que tu as pris, parce que sur le mur ce sont des fusils. Alors un fusil. C'est le premier truc qui me tombait sous la main.
d'un autre œil, je vais chercher le deuxième médium, risque. Tu ne l'aperçois pas. Et je garde au moindre geste. Auguste, tu fais quoi? Moi j'ai envie de m'approcher de monter sur la scène, même carrément. D'aller mettre une énorme balle ce switch. La foule qui bouge dans tous les sens, qui est en pleine panique, pour te mouvoir au-delà du cercle où il n'y a personne, c'est très très compliqué. Bon, tu essayes de te faufiler, mais une grosse dame se met entre ton chemin et se met à crier en plein dans tes oreilles et t'empêche de cheminer, ce qui fait que tu ne vois plus bien l'estrade au moment où tu essayes d'avancer. Le général, quant à lui, il commence à avancer en disant à Lucas lâchez-la, lâchez-la, ne lui faites pas de mal. Lucas, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Et il s'approche en faisant un pas après l'autre, en tendant le revolver vers Lucas. Le général essaye de s'approcher, son fils lui-même se tient prêt à bondir sur Lucas, au cas où son père entreprendrait quelque chose. Au moment où son frère approche, Lucas tire une balle de revolver sur le général qui la prend sur lui alors qu'il se trouvait très près. Il lance Marguerite en direction de Philip Pearsons et il se précipite vers la porte-fenêtre qui se trouve derrière lui. Tu peux tirer. Lyndon, vas-y, tu peux essayer de tirer une fois avec un fusil Henri Martini, mais ça ne marche pas. Et il prend la fuite à travers la porte-fenêtre du salon, explosant sur son passage ce qui reste de la porte-fenêtre. Tout le monde part en panique. Philip Pearsons se jette sur son père pour lui porter secours, de même que vous voyez que Conan Doyle surgit également de la foule pour essayer d'aller lui porter secours. Il a laissé tomber son arme à côté de lui et il est complètement sous le choc. Vous voyez qu'il a une plaie et qu'il saigne. Donc, pareil, je tire sur le général en jetant mon fusil. Moi je pars en courant vers la porte-fenêtre. Pendant ce temps, Archer, il va là justement le trousseau de Lucie. Il laisse Lucie justement, il la remet sur un fauteuil. Je veux dire, il s'excuse même pas et il va commencer à parcourir en trombe les différentes pièces justement de la maison en essayant de chercher un truc qui serait resté ou qui profiterait justement de ce chaos pour rechercher quelque chose. Il recherche notamment en fait peut-être là où se trouverait le crâne et c'est quelque chose qu'il a en tête. Bah ça tu peux pas le savoir. Et surtout que quand tu commences à partir dans les couloirs, dans les pièces, tu commences à trouver des personnes qui se sont mis en retrait, qui ont pris peur et qui a un véritable mouvement de panique à l'intérieur de la maison. D'accord. Ben alors dans ce cas-là, quelqu'un qui resterait trop longtemps dans une pièce par exemple. Tu fais quoi? Tu montes dans les étages? Ouais, d'abord je sais le rez-de-chaussée, puis le premier étage, enfin... Ok. Je cours au hasard, je connais pas du tout la maison. Tu cours au hasard dans la maison. Et qui est-ce qui s'est lancé sur le général? Lyndon. Lyndon? Ouais, bah le médecin, ouais, je vais essayer de... Doyle te dit mais attrapez-le, je m'occupe de lui, en te pointant la porte-fenêtre. Ok. Et tu vois Auguste qui est dans la porte-fenêtre en train de se précipiter à l'extérieur. Toi Auguste, tu vois que Lucas s'est précipité à l'extérieur avec son revolver et qu'il vient de tirer également une nouvelle balle sur un homme qui se trouvait là près d'une voiture avec des chevaux. Il l'a touché ou pas? Il l'a touché et il commence à grimper sur la voiture et à donner un grand coup avec les rênes pour faire démarrer la voiture. Le temps qu'il monte, courir de en me disant que j'aurais peut-être une chance de m'accrocher à l'arrière de la calèche. Il y a plusieurs voitures qui sont là à l'extérieur. Tu vois le corps ensanglanté du cocher qui gît au sol. Les autres qui sont complètement apeurés autour, qui parlent dans des langues que tu ne comprends pas. Et plusieurs voitures se trouvent là à proximité. Bah je lis en anglais et en français. Arrêtez cet homme, c'est un assassin. Ils te regardent tous avec un air ahuri. Il y en a quelques-uns qui se dirigent vers le cocher. Tu comprends que si tu veux faire quelque chose, il va falloir que tu prennes les décisions toi-même. D'accord, bah du coup, est-ce qu'il y a encore possibilité de s'agripper à la... Non, il a pris trop de distance. Il est déjà en train de sortir de la résidence, quoi. Oui. Que fait Lyndon pendant ce temps-là? Alors, moi j'étais juste à côté du général, donc je récupère son arme. Le général est tombé, donc son arme est tombée à terre, son pistolet. Oui, c'est ça. Moi j'avais jeté mon fusil pour essayer de l'aider. Quand il me dit va l'attraper, moi je prends le pistolet du général et je pars vers la porte-fenêtre. Donc quand je passe à côté du cocher, je regarde juste où est-ce qu'il a été touché. Tu ne t'en rends pas bien compte. Tu vois qu'il a reçu une balle et tu vois que Breuil essaye de convaincre un cocher de l'emmener sur une voiture, mais que le cocher qui ne doit pas parler l'anglais ne comprend pas ce qu'il est en train de lui dire. Et pendant ce temps-là, la voiture est en train de s'éloigner et de vous échapper. Bon bah on monte, moi je monte du coup et puis j'essaye de faire claquer les rênes comme j'en sais rien, enfin j'essaye quelque chose, quoi. Combien de chevaux la voiture? La voiture, elle a 2 chevaux. Merde, je peux pas acheter le cheval. Ah bah, Non mais elle est loin de toute façon. Si c'est la voiture de Lucas dont vous parlez, elle s'est déjà éloignée. Et plus vous attendez, plus elle s'éloigne. Ah, moi je suis en train de monter comme en plus que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, j'essaye de monter et puis je prends les rênes. Bon bah ok. je vais sur la même, je vais sur la même que lui.
Ok, Archer, qu'est-ce que tu fais? Tu es monté à l'étage, tu es rentré au hasard dans 2-3 pièces, tu n'as vu que des personnes qui étaient parties se réfugier et devant une fenêtre et tu vois tes amis à l'extérieur, tu as entendu un coup de feu depuis le balcon, tu vois que tes deux amis sont en train de monter dans une voiture à la poursuite de Lucas qui vient d'abattre un cocher de sang-froid. En fait, avant ça, j'aurais sûrement eu une réaction par rapport au fait que j'ai entendu un coup de feu au dehors. C'est ce que tu as entendu, mais tu es à l'étage. À ce moment-là, je suis à l'étage, j'essaie d'aller en fait à la fenêtre de la première salle que je vois. Il y a un balcon qui donne sur l'extérieur, sur l'étendue devant. Je veux dire, juste après, effectivement, le coup de feu. Et là, en fait, est-ce que j'arrive à analyser la scène Tu vois qu'il y a un cocher qui gît sur le sol ensanglanté, tu vois que l'agresseur a pris une voiture qui est en train de s'éloigner au loin et que tes deux amis sont en train de monter dans une autre voiture pour essayer de prendre sa suite et de le poursuivre. D'accord, mais juste après le coup de feu, il est déjà au loin et mes amis sont en train de monter... Ah oui, tout ça, ça se passe très très rapidement. Il s'écoule quelques secondes. Tu vois, c'est un enchaînement très vif. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes du balcon, tu reviens en arrière, tu restes dans la pièce, tu fais autre chose? Juste savoir, moi qui essaie de tirer à distance. Non, c'est trop éloigné. Le temps que tu passes dans la pièce, que tu regardes ce qui se passe, que tu comprennes. Des chevaux, ça court vite. D'accord. Je regarde en fait d'où est-ce que je pourrais sauter les premiers étages, effectivement. Tu essayes. Tu atterris comme une grosse bouse à l'intérieur d'un buisson qui se trouvait en dessous, qui a amorti ta chute. Et tu es étendu sur le sol. Tous les deux, vous le voyez tomber comme une masse. Sa tête est passée à 2 doigts d'une énorme poterie où il aurait pu se fracasser le crâne en 2, mais vous voyez qu'il a sauté à l'extérieur, alors que vous êtes en train de faire partir les chevaux. Monsieur Archer, montez vite, il est en train de Allez, cours le vieux, Tu te redresses, tu t'es un peu bousillé la cheville, mais la voiture est en train de manœuvrer devant toi, tu peux essayer de l'agripper au passage. Bon, si, ouais, je vais essayer de l'agripper. Tu leur tends la main? Ouais, je la main pour l'aider. C'est plus de mon âge. T'arrives à attraper sa main alors que la voiture est en train de décoller et de partir. Archer, tu es traîné sur le côté. J'essaie de grimper. Bah montez donc. Tu as été cogné par la voiture à nouveau alors que les chevaux sont en train de commencer à courir en étant tout près des roues, Lyndon, pour essayer de le faire monter à bord. Et tu le hisses directement vers toi, ton pied heurte la roue arrière en poussant un cri de douleur. Tu es à bord maintenant. Et la voiture est partie. On le voit encore du coup devant Lucas. Je vous avais dit de partir sans moi. Qui est-ce qui conduit? C'est Auguste? Mais pour l'instant Oui, c'est moi, oui. En même temps je hurle, est-ce que vous savez conduire ces engins-là? Concrètement j'ai les rênes en main et je les agite de haut en bas en criant les gars et Arrêtez. Vous faites n'importe quoi. Laissez-moi les rênes, heureusement que j'ai pas besoin de m'aider. Oui, Donnez-le. Prenez mon arme. Là aussi c'est pas mon domaine d'expertise. Enfin, je prends là où ça va peut-être aller mieux. Va falloir attraper, mon vieux. Je fais ce que je veux. J'essaie de prendre des rênes à la place du journaliste de Punk aussi. Ouais, il te faut quand même un petit moment avant de pouvoir te rétablir. Tu viens de te fracasser la cheville en tombant au sol, puis en montant, t'es un peu amoché. Tu peux essayer de les prendre, mais il te faut un petit moment de récupération, tu reprennes tes esprits, quoi, tout simplement. Pendant ce temps, je escrime comme je peux. Et la voiture est à bonne distance de vous. Il y a encore pas mal de circulation, même si l'heure est assez avancée dans les rues de Londres, et se dirige vers Hyde Park, devant vous. Il a pris un peu d'avance, du coup. Ne perdez pas du regard. Du coup, honnêtement, moi j'essaye de faire ce que je peux, mais moi je hurle en continuant à faire n'importe quoi, en passant par le côté, Il reprend de l'avance, vous voyez qu'il tourne de l'autre côté et qu'il se dirige en direction de Piccadilly pour passer entre Hyde Park et Green Park. Même vous avez heurté plusieurs voitures sur le côté qui se trouvaient, vous avez été bousculé, votre voiture continue à avancer mais a perdu du terrain. Tu peux passer les rênes à Archer. Ah ouais, là du coup je passe les rênes. J'essaie justement de conduire les chevaux, à essayer d'aller plus vite, à un rythme plus professionnel, on va dire. Monsieur Archer, montrez-nous vos talents. Et effectivement, Archer a repris avec son œil, malgré son œil à moitié fermé, sa main qui s'est bien éraflée en tombant sur le sol, attrapant, fouettant les chevaux pour qu'ils aillent à toute allure. La voiture arrive à regagner un peu de terrain et à se rapprocher un petit peu de la voiture de Lucas qui avance à vive allure. Mon personnage a toujours l'arme à la main et il atteint la moindre occasion. Dès qu'il a une possibilité de tir, il
retire. Vous êtes pour l'instant trop loin et il y a encore des gens qui passent devant vous, qui traversent en courant, des voitures qui arrivent à contresens, d'autres qui se poussent sur le côté. La circulation est encore dense à ce moment-là, mais vous apercevez un peu au loin la voiture de Lucas qui fraye son chemin dans les rues de Londres. Et quand vous arrivez sur Knightsbridge, tout près de Hyde Park, vous voyez que la voiture a tourné sur Park Lane et est partie à toute allure dans cette direction. Ne tirez que pour toucher. J'aimerais bien vous y voir. Bah, vous m'avez vu et c'était pas glorieux. Justement vous et suivez. Les chevaux sont en train de se mettre à crier, ils comprennent pas trop ce qui se passe sur les fouets, les coups qui leur sont donnés, et du coup tu as perdu momentanément le contrôle. La voiture continue à s'éloigner alors que vous arrivez en bas de Park Lane, il est tout en haut. Mais il n'a pas été à très grande allure. Lui-même, il rencontre quelques obstacles, un marchand ambulant qui traverse devant lui, qui bloque son passage. La voiture est obligée de dévier et elle tourne dans Oxford Street. Pas de vision à l'occasion du virage. Vous êtes trop loin encore. Je balance tout. Donne tout. Mais lui maîtrise il tourne. Vous ne l'avez pas perdu de vue. Là tu vois, regarde, il est rouge. Mais c'est pas à cause de cette Il prend ici en diagonale et il tourne en direction de Marylebone Station, remontant vers le nord-est au moment où vous le voyez tourner. Et cette fois-ci, tu t'es considérablement rapproché alors que lui, il a mal négocié son virage. Il est à portée de tir au moment où il tourne. Je tire. Eddington, cours sur vous. Attendez, parce que du coup, moi aussi, Tu as vidé quoi? Bah, moi je considère que vous avez visé le cocher. D'accord. Il a été touché et il continue malgré tout à avancer. Il a été blessé. Vous avez entendu une sorte de cri étouffé au loin. Ah, une gerbe de sang qui a jailli. Tirez toucher, visez les chevaux. Là cette fois-ci j'essaie d'être prudent dans ma conduite. En fait ne pas le perdre de vue et essayer de leur donner un peu plus de stabilité. Parce que ça va pas être facile. Il avance à vive allure à nouveau. Cette fois-ci je conduis beaucoup plus sereinement pour leur donner plus de Et stabilité. lui, il commence à partir un peu dans le décor. Le cheval, vous voyez que ses chevaux font une espèce d'embardée et la voiture commence à se renverser sur le côté. Lui-même, il tombe du véhicule sur le côté. La foule commence à se disperser partout autour de vous. vu qu'on a ralenti, moi je saute encore à moitié en marche pour essayer de courir vers Lucas. On attend l'arrêt complet du véhicule, bordel. Pareil, je descends et je le garde en joue. La voiture s'est renversée un peu au-dessus et vous voyez Lucas qui est tombé sur le sol et qui est un peu plié en deux. Archer, tu n'es pas tellement en état pour te déplacer vite, hein. Tu ne peux pas trop te mouvoir facilement là, tu es trop amoché. Tu peux éventuellement descendre à grand-peine de l'attelage, Non, je mais reste sans sur plus, l'attelage. ou alors tu maintiens les chevaux. Je reste sur la tlage. Personnellement, je descends et je me dirige vers lui tout en restant en joue. Il marche un peu recroquevillé, il tient toujours son revolver à la main, vous voyez bien qu'il boite et qu'il laisse une traînée de sang derrière lui, il semble avoir une jambe un peu désarticulée en boitant et en essayant d'avancer, et il pointe un peu le revolver dans votre direction, il tire Dans quelle direction? La mienne ou celle dans la de- vôtre. Ouais, du coup, moi je hurle Lucas, on est arrivé là, on veut juste que vous nous rendiez cette lettre. T'as pas le temps d'arriver à la fin de ta phrase. Ça vous passe au-dessus de la tête, il tire en l'air, Je tire en visant les jambes. Moi, d'autant plus comme je suis visé, je tire. tu le rates. Rien du tout. C'est moi j'ai récupéré l'arme de Archer, mais c'était quoi? C'était un fusil ou un pistolet? Pistolet. C'était le pistolet qu'il avait pris dans le tiroir du général. Vous tirez tous les deux, mais ça ne marche pas. Moi j'essaie de laisser les chevaux aussi calmes que possible parce que Les coups de feu les effraient. Pour l'instant, ils bougent un peu. Tu y arrives pour l'instant. Tu arrives juste mais tu recules un peu. Lucas s'éloigne un tout petit peu et il vous tire à nouveau dessus. Il vous rate. Je retire. Moi j'avance. J'ai pas bougé, je retire, je reste. Ok. Tu vois sa tête qui morceau qui part sur le côté, une gerbe de sang qui part, il s'effondre sur le. Voilà, je cours vers lui. Et je vais tout mettre un grand coup de pied dans son pistolet qui a dû tomber à côté pour saigner. Ouais, tu vois qu'il y a un morceau de mâchoire qui est parti, qui a été emporté par la balle et qui a sa langue qui pend à l'extérieur, du sang se répand partout sur le sol. Je suis plus en fait obnubilé par cette histoire de lettre parce que depuis tout à l'heure en fait je reste fixé sur le truc du médium en fait. J'ai l'impression de m'être fait couillonner en fait. Oui, Donc, oui, mon avis, il l'a pas. Je palpe partout pour essayer de trouver cette... Henry Archer là il se laisse aller là, il se laisse aller à la douleur, il a mal.
Tu le fouilles méthodiquement partout, tu déchires ses poches partout, tu vois qu'il a déjà rendu l'âme, qu'il est mort sur le sol. Oui. Tu regardes partout, tu ne trouves absolument rien sur lui. À part quelques billets, des cartes à jouer. Je prends. Je vais soigner notre ami cocher. Et il te redresse la cheville d'un seul coup, tu te sentais un peu fragile, ça te fait une espèce Allez, tiens bon, Henri. de douleur aiguë qui fait tu fais pousser un hurlement, bon. mais du coup Arrêtez ça de t'a me prendre rétabli. Dites-moi juste Quel- pour la première, pourquoi on l'a Alors lancé que- lui. Quelques minutes après, arrivent plusieurs voitures de la police ainsi qu'un inspecteur du yard qui se présente comme étant l'inspecteur Gregson. Je reviens vers- Plusieurs témoins de la scène qui sont là, des badauds autour, disent que c'est l'individu qui est mort qui vous a tiré dessus après s'être renversé et que vous n'avez fait que répondre à son agression. Il vous demande d'où vous venez et il vous ramène. Ensuite, il vous demande de le suivre en direction de Sipton Hall, la demeure du général Pearsons, d'où l'alerte a été donnée. Lidon, Auguste, dites-moi qu'on n'a pas fait ça pour rien. Pourquoi le poursuivre lui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en demande ça pendant le retour. Je sais pas. Je pense qu'on s'est laissé emballer. On s'est fait couillonner à mon avis. Non, Excusez le mon langage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grande salle? il a menacé la jeune fiancée de son pistolet et a tiré sur le général, qui l'a touché d'ailleurs. Je pense que C'était de la plasticisation tout ça. On nous a fait regarder où on voulait qu'on regarde. On a foncé tête baissée et enfin il avait rien sur lui. Strictement rien. J'ai essayé de se tirer des informations de Lucie de manière moins, disons, propre Quelle est- à la bonne société, mais non, elle était complètement sous le choc. Oui, avec ce chaud. Hein. Je pressentais que cela était une diversion, qu'il y avait plus de personnes hypnotisées que l'on ne pensait. Vous revenez en direction de Sipton Hall. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que le général Pearson a survécu à sa blessure. Lorsque vous arrivez près de Simpton Hall, la plupart des invités qui étaient là ont quitté les lieux sont encore éclairés, mais il reste encore un certain nombre de personnes qui sont là et qui attendaient des nouvelles. La salle de bal qui était tout à l'heure en fête ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au début. Vous voyez le général assis sur un fauteuil qui est posé un peu au milieu de la pièce de façon un peu grotesque. Vous rentrez dans la pièce avec les policiers et l'inspecteur Gregson qui vous accompagne. Bah, effectivement, je demande à celui qui a pris l'arme que j'avais récupérée de me rendre. On prend vos dépositions sur ce qui s'est passé exactement, sur la façon dont ça s'est produit, sachant que déjà des témoignages vous ont décrit comme étant en situation de légitime défense par rapport à l'individu qui a été abattu. On rapporte la mort de Geraldo Lucas, au général, qui a l'épaule complètement bandée. J'attendais votre arrivée avant d'aller à l'hôpital. Le docteur Doyle me pressait d'aller voir un chirurgien le plus vite possible, mais je ne voulais pas partir sans savoir ce qui s'était produit. Avez-vous attrapé la lettre? Négatif, mon général. On a eu le bonhomme, mais il n'avait pas la lettre. Et Henriette charge tant l'arme du général. Ouais, merci d'avoir tout tenté pour essayer de le rattraper. Je pense qu'il ne peut... C'est terrible. Sir Douglas Morgan est là, vous voyez, assez inquiet. D'autres victimes à qui était destiné le premier coup de feu de Lucas? Enfin de... Il avait tiré sur la porte-fenêtre en s'emparant de Marguerite qui est toujours en état de choc. Vous voyez qu'elle est là, dans la pièce, Marguerite, avec son cher et tendre, qui essaye également de la incinérer et qui s'occupe d'elle. Les domestiques sont là, à l'exception Et le professeur de Lucie. Le professeur Lidon, il est là, complètement abattu, heureux de vous voir revenir. Il vous dit qu'il s'est fait beaucoup de soucis pour vous, qu'il admire votre courage. Ah, ça va faire. Je m'attendais pas à ça. Il reste encore quelques personnes dans la salle. Une bonne vingtaine de personnes sont là, qui errent un peu. Les policiers entendent les différents témoins qui sont là. Encore, il y a une bonne quinzaine de policiers qui ont investi les lieux, avec l'inspecteur Gregson qui passe d'un l'un à l'autre. Est-ce que Sir Switch est toujours là? Ou est-ce qu'il est parti? Non, vous ne le voyez pas. Général, que souhaitez-vous que l'on déclare envers les autorités? La vérité, mais... La vérité,
Mais dites que c'est un vol d'argent. Ne parlez pas de cette enveloppe. Très bien. Est-ce que Marguerite, elle est encore présente dans la salle? Oui, Oui, Marguerite, en elle est état de là. choc. Oui, elle est en état de choc, elle est là, et le fils Philippe Pearson, essaye de la rassurer. D'accord. Mais il est en permanence à côté d'elle. Il est à côté d'elle. Ouais. Bon bah alors, Vous voyez que derrière elle, il y a la femme du général, Linda Pearson, qui est assise sur l'estrade et qui vous regarde avec un air ahuri. moi je vais aller voir la femme du général du coup, très rapidement. Et juste pour lui demander, pour essayer de lui naïvement faire comme si je venais pour essayer de la divertir et lui changer les idées, juste lui demander d'où est-ce qu'elle connaissait le médium qui avait fait un tour si impressionnant avant que cette terrible Zavani nous tombe dessus. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Monsieur, je ne vous ai... Switch. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas? Ah, j'étais un des invités. Je ne vous ai pas vu. Vous étiez là ce soir? Tout à fait. Je ne vous ai pas vu, je suis désolé. Ah, mais c'est tout à fait normal. Vous aviez organisé une fort charmante réception et vu le nombre de personnes qu'il y avait, forcément vous ne pouviez pas avoir vu les invités. Je ne suis qu'un humble journaliste, mais j'ai été proprement estomaqué par le voir de ce monsieur, ce Switch. Vous le connaissiez-vous? Vous disiez que vous le connaissiez bien. Je ne connais personne de ce nom, monsieur. Le monsieur chaud. De qui me parlez-vous? D'accord. Bon bah écoutez, Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas, je ne connais pas ce... Oui, nous sommes tous sous le choc, forcément, après les événements. Je n'ai jamais rencontré l'individu dont vous me parlez, monsieur. D'accord. Oui, j'ai dû confondre, excusez-moi. Oui, là, je me rapproche mais alors vous voyez revenir, mais blanc comme un linge, et du coup, vous connaissez la meilleure, mais Madame Pearson vient de m'affirmer, et je suis à peu près sûr qu'elle était complètement sincère, qu'elle n'a jamais entendu parler de ce monsieur Phileas Switch. Je pense que le général est en train d'être moins emporté pour aller vers l'hôpital. Oui. Je me rapproche, je dis, monsieur le général, je pense que vous pouvez chercher votre lettre du côté de monsieur Switch. Mais il faudrait se renseigner auprès de ma femme, c'est elle qui le connaît, moi je ne le connais pas. Votre femme vient de me dire de but en blanc qu'elle n'avait jamais entendu parler de cet homme, sa description physique, ni son nom, et au vu de... Mais de quoi s'agit-il? Mais évidemment que c'est elle qui l'a fait venir, elle l'a même présenté à toute l'assemblée, vous étiez là. Oui, monsieur Pearson, vous avez vu comment se sont comportés des éminents personnages comme monsieur Meshkov et d'autres personnes qui ne sont en règle générale pas là pour la gaudriole vis-à-vis de cet homme. Vous l'avez constaté comme nous. Je pense que ce monsieur a des dons. Toujours est-il que je pense que ce serait de bon ton d'avertir des personnes compétentes que nous pour retrouver ce sinistre individu et vous retrouver votre lettre par le Je ne sais que vous dire, Soignez-vous. on l'emmène, vous voyez Doyle s'approche, Arthur Conan Doyle se rapproche de vous, il faut le laisser, il a perdu beaucoup de sang, il va se mettre en danger s'il reste ici, laissez-le partir à l'hôpital, et un fourgon se met en route pour l'emmener loin de vous. Alors, Robert Lys est-il toujours présent? Oui, il est là, assis sur une chauffeuse, dans un coin, avec un verre de whisky à la main. Je vais le voir. Oh, quelle soirée! Mais quelle soirée! En effet. Dites-moi, connaissiez-vous bien ce Phileas sans Switch? Non, je n'en ai jamais entendu parler avant ce soir. D'accord, il ne fait pas partie, je ne sais pas, d'une confrérie de médiums ou autre auquel vous auriez pu entendre parler. C'est moi y songer un instant, non. Je n'ai pas souvenir avoir déjà eu affaire à ce personnage. Je crois que je le voyais ce soir pour la première fois. Vous a-t-il parlé de lui un petit peu? J'ai vu que vous discutiez... J'ai été présenté à lui par Miss Pearson, qui l'a présenté comme quelqu'un qu'il connaissait très bien. Mais lui-même ne vous a pas parlé savoir où est-ce qu'il pourrait vivre Très peu. Il semblait regarder ce qui se passait autour de lui sans beaucoup agir, jusqu'à ce qu'il soit appelé à la tribune. Il discutait assez peu avec les personnes qui l'entouraient. Je l'ai trouvé assez désagréable, pour tout vous dire. Avait-il un accent quand il parlait? Non, pas que je puisse identifier, non. Il m'avait l'air de parler avec un anglais des plus classiques. Je vous remercie pour ces informations. Archer en fait est allé voir ses sœurs pour savoir comment elle se portait. Alexis, ça va mieux? J'ai l'impression que toutes nos histoires d'expédition sont passées au second plan avec tout ce qui s'est passé ici ce soir. Un peu, effectivement, mais au moins ça vous laissera le temps de réfléchir. Et puis il m'est avis que
Ce désagrément pourrait se révéler être une opportunité pour nous. Croyez-vous? Je ne vois pas en quoi. Je ne préfère pas m'avancer. L'important maintenant, c'est effectivement de se remettre de nos émotions. Moi, de mon côté, je vais aller voir Sir Morgan, qui est, je présume, encore là. Oui, oui. Du coup, j'interroge du regard et je commence très rapidement par lui dire, bon écoutez, pour ce qui est de notre affaire, le professeur a bien accepté la proposition. Après, vous m'avez l'air bien troublé par, je présume que c'est cette lettre. C'est un événement des plus fâcheux. Je pense que si vous faites avec vos ramifications, vous trouvez ce switch, vous trouverez cette lettre. Je crois que... Je ne sais pas, Lucas semble s'être effectivement esquivé pour aller dans le bureau du général pendant que nous étions en train de discuter de l'expédition du professeur Lydon. Il s'agit bien de lui, c'est lui qui a été s'emparer de la lettre, ça ne fait aucun doute. Vous connaissez ma non-appétence pour hors du champ de l'ordinaire et du rationnel. Néanmoins, je viens d'échanger quelques mots avec Madame Pearson et je peux vous assurer de toutes les connaissances que j'ai. Madame me dit ne jamais avoir rencontré et ne pas connaître ce monsieur Switch. C'est insensé, elle le connaissait, c'est une évidence. C'est d'autant plus insensé que je ne vois pas d'autre explication en possession. Elle le connaissait manifestement, c'est une évidence. Je pense que la police va se renseigner à ce sujet, mais plusieurs témoins ont vu Lucas partir après avoir échangé avec la jeune domestique Lucie, qui est en état de choc dans le bureau du général. Et après avoir échangé avec elle, sans doute lui a-t-il dérobé la clé. Il s'est rendu dans le bureau du général et là il a dérobé ce que vous savez. Sauf que comment est-ce que vous expliquez qu'une fois que nous ayons été obligés de l'abattre, j'ai fouillé l'intégralité de ses vêtements, j'ai regardé dans la calèche qu'il occupait, et nous n'avons pas trouvé l'enveloppe. Eh bien, c'est ce qui est mystérieux. Peut-être l'a-t-il jeté ou donné à un complice. Il était seul ? Et il a été seul toujours. Si on part uniquement sur le rationnel, la seule personne à qui il aurait pu donner l'enveloppe, c'est Marguerite, puisque vous disiez que cette demoiselle était particulièrement blanche. Est-il pas possible qu'il ait fait semblant de... Eh bien, je vais donner les consignes en ce sens à la police. Il appelle Gregson. Il appelle Gregson pour faire fouiller Marguerite. Vous voyez qu'après s'être entretenu quelques instants avec Sir Douglas Morgan, Breuil revient vers vous, messieurs. Et Sir Douglas Morgan dit à l'inspecteur Gregson de venir vers lui. Vous voyez qu'il lui donne des consignes avec un air d'autorité, et Gregson se dirige vers la jeune Marguerite et lui demande une domestique et réquisitionnée pour procéder à une fouille en règle de cette personne qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. La jeune Marguerite ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Oui. Et la fouille est infructueuse, elle n'a pas du tout, elle n'a rien du tout sur elle. Vous me voyez avec partir d'un espèce de rire nerveux, il me retourne vers vous et faire « Je pense que j'ai encore commis un impair, mes amis. » J'ai une petite question, moi. Est-ce que Conan Doyle est toujours présent? Oui. Je lui demande de venir avec moi et je m'isole. Parce que j'ai une théorie que je voudrais vérifier. Alors je lui demande qu'est-ce qu'il se souvient de la soirée, notamment après son passage sur l'estrade avec le... Ah, j'étais un peu secoué, mais quand il a comme quelque sorte fouillé dans mon intimité, j'étais assez bouleversé. Ensuite, j'ai vu cette malheureuse qui s'est écroulée, j'ai essayé d'aller lui porter secours, et j'avoue que je n'ai pas trop porté attention à ce qui s'est passé dans le reste de son numéro d'illusionniste. Ensuite, je me suis occupé de la malheureuse qui avait le plus grand mal à retrouver ses esprits. Et après ça? Eh bien, ensuite... je lui ai demandé si elle allait mieux, elle m'a dit oui, et elle s'est levée, elle est descendue de l'estrade. Non, mais après tout ça, qu'est-ce que vous vous souvenez précisément? À vrai dire, je ne sais pas, je suis resté à proximité, je crois que j'ai été me servir un grand verre de vin car j'en avais bien besoin. Et j'ai aperçu... ce Lucas qui parlait avec la jeune domestique qui était tout près d'elle et qui s'est éloigné ensuite. Avez-vous reparlé avec ce Sir Switch? Ah non, je n'ai pas reparlé avec ce personnage. Je pense que d'ailleurs, être à proximité de lui me mettait extrêmement mal à l'aise. J'en ressens encore des frissons. Je m'entends bien avec lui, c'est un ami. C'est une bonne fréquentation professionnelle, oui. D'accord. Ne le prenez pas mal, hein. Je vais faire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais ne le prenez pas mal. Et là, je commence un petit peu à regarder dans ses poches. Mais...
Non, attendez. Tu ne trouves rien sur lui. Je voulais en avoir le cœur net. On est dans une situation très difficile. Ne le prenez pas à ombrage. Ne prenez pas à ombrage. Archer, il reste aux côtés justement du professeur. Qui est un peu hébété par tout ce qui s'est passé. J'appelle mes 2 autres compères, là, Archer et Breuil, qui viennent me voir. On arrive. Enfin, moi j'arrive en tout cas. Oui, Linden. Je souhaiterais que vous regardiez plus précisément, ou que vous discutiez tout simplement de tout et de rien, avec les 2 autres personnes qui étaient présentes sur l'estrade qui restent, à savoir Metchoff et Le genre, Philippe. C'est juste pour supprimer les personnes potentielles, c'est tout. Vraiment les Je personnes. pense que l'on sait déjà ce qui s'est passé. Mon fond de pensée honnêtement, c'est que on se doute tous que la personne derrière tout ça est ce monsieur Sourcewitch, mais je ne pense pas qu'il soit reparti avec la lettre. À mon avis, quelqu'un lui remettra après. Je pense que Lucas a fourni feu. C'était une diversion. Ah oui, mais sauf que c'était une diversion pour qu'il puisse repartir avec la lettre. Si la lettre est encore ici, Il ce serait Switch parti. est vraiment un amateur. Il serait parti avec la lettre. Il y aurait eu une fouille pour X ou Y raison. Messieurs, par Oui. acquis de conscience, fouillez vos poches également. Et vous voyez Henri Archer qui commence à regarder dans ses propres poches. Moi aussi. Oui, mais pas. Non, vous ne trouvez rien dans vos propres poches. Même, mais j'y Mais crois pas après trop. tout, t'évoques tous ceux qui étaient sur l'estrade. Du coup, Henri Archer, il a eu une idée saugrenue, mais il a quand même voulu se confirmer. Pour le coup, voilà, moi mon fond de pensée, il est là. C'est que je vois pas la personne repartir avec la lettre et risquer d'être fouillée pour X ou Y raison. Très bien, je vais aller voir. Justement, Ah, Archer va aller voir monsieur. Donc les monsieur trois le fils. personnes potentielles qui restent, c'est les 2 que je viens de vous citer, plus Madame Pearson. Et il y avait bien. également Finn qui accompagnait monsieur Doyle sur l'estrade. Parfait. Avant tout ça, moi je vais essayer de regarder si les 2 autres, ils ont ce même air groggy qu'on a pu voir aussi bien chez Lucie que de manière plus fugace dont on n'est pas sûr sur Lucas. Donc moi, c'est avec Philippe. Bon, il te parle, mais tu n'en déduis rien de particulier, il te semble normal. Pour toi, Auguste, tu le faisais auprès de qui? Bah du coup de De Meshkov? Meshkov. Il échange un peu avec toi, avec un anglais un peu rugueux. Et à part la perte de mémoire pendant le spectacle, le reste, il se souvient de tout. Il semble être en pleine possession de ses moyens. Sir Morgan presse Gregson de regarder partout pour essayer de retrouver une enveloppe bleue que lui aurait perdue pendant cette soirée, sans mentionner qu'elle était chez le général, demandant aux personnes qui sont là de bien vouloir vider leurs poches, et tous ceux qui sont présents n'ont rien sur eux. Sir Douglas Morgan vous réunit et vous remercie tous les quatre avec le professeur Lydon de l'aide que vous lui avez apportée. Il vous remercie également d'avoir permis de convaincre le professeur Lydon de l'intérêt de ce qu'ils lui ont proposé, mais là il se dit bien plus préoccupé par ce qui vient de se passer ce soir, puisque la liste n'a pas été retrouvée et a sans doute été subtilisée par quelqu'un. Il compte mettre toute son énergie à essayer de retrouver ce qui a été dérobé, sachant que la partie de ceux qui ont commis ce vol ne sera pas simple, puisque les documents est crypté. Sir Morgan, est-ce que vous étiez dans la confidence quant au contenu de cette liste de l'émetteur? Je n'ai pas à vous répondre, monsieur. Il vous salue. Vous êtes, après quelques instants et quelques remontants plus tard, on vous raccompagne gentiment vers la sortie, et ainsi se termine cette étrange soirée et cette étrange aventure.